pour les DZ qui veulent nous ramener au village Astérix ou bien dans l'Antiquité, en veuillant nous sortir d'instances comme la Ligue islamique ou la Ligue arabe. En fait, ils confondent les dirigeants de ces instances et de ces institutions actuelles avec l'institution euh, presque centenaire et qui a œuvré tout au long du siècle dernier justement pour le bien des Arabes et des musulmans en général. Donc aujourd'hui, j'ai un réquisitoire contre les propositions d'isoler l'Algérie de son héritage pan-arabe et islamique. Donc face à des franco-algériens, méconnaissant l'histoire profonde de l'Algérie, prônant son éloignement des institutions arabes et islamiques, voici une réponse structurée. Et cette réponse, elle est ancrée dans les réalités historiques, culturelles et politiques. Déjà, premièrement, beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas la définition du panarabisme. L'histoire panarabe est un pilier de la lutte anticoloniale et de l'unité nationale algérienne. Le panarabisme algérien ne révèle pas d'un choix idéologique arbitraire, mais d'une nécessité historique qui est forgée dans la résistance contre le colonialisme français, subhanallah. Après 132 ans d'occupation, les dirigeants de l'indépendance, comme Ahmed Ben Bella et Houari Boumediene, ont vu dans le panarabisme un outil déjà pour unifier un pays fracturé par la colonisation qui avait tenté d'effacer l'arabe et le berbère au profit du français. Je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de berbéristes qui sont de manière tout à fait vicieuse, je ne vais pas dire infiltrés parce que les théories du complot, j'aime pas trop ça, et qui imbus du lait que Bernard Luglan leur a fait boire, nous sortent des hérésies comme celle qui est véhiculée par l'école berbériste et l'école algérianiste française. C'est-à-dire que la France a tenté d'arabiser les berbères. On y a répondu plusieurs fois, mais je pense que l'argument tout seul s'effondre. Donc, pour unifier un pays fracturé, d'accord, et ensuite pour s'inscrire dans un mouvement de libération transnationale. Vous ne comprenez pas les enjeux qui sont régionaux, internationaux et communautaires en même temps. En solidarité avec l'Égypte de Nasser, la Syrie et d'autres nations arabes, luttant contre l'impérialisme occidental. Ensuite, pour la construction d'une identité collective, transcendant les clivages tribaux ou régionaux. Est-ce que vous comprenez à quoi servent ces institutions? Comme l'a rappelé Faisal Mettaoui, rédacteur en chef d'Al-Watan, le monde arabo-musulman est la sphère civilisationnelle à laquelle l'Algérie appartient. Subhanallah, vous avez jamais lu de manière régulière les journaux et les informations en Algérie, les fêtes, les scouts musulmans d'Algérie, la colonie, etc., l'héritage qu'on a reçu, enfin moi, que j'ai reçu. C'est extraordinaire. Quand je suis opposé à des personnes comme ça, on dirait des wokistes ou une sorte de wokistes algériens qui veulent nous isoler et faire de l'Algérie un parc Astérix. Donc on continue. L'arabisation des institutions, initiée dès 1962, visait à réparer un effacement culturel systématique. L'Algérie était arabe et arabisée depuis les Omeyyades. Et ça a été orchestré par la France qui avait relégué l'arabe au rang de langue indigène et interdit son enseignement. Ça, c'est 100% des linguistes et des ethnolinguistes qui l'ont affirmé et c'est un postulat. On ne peut pas revenir en arrière parce que les bibliothèques et les volumes sont par dizaines de milliers traitant de ce sujet et même les mémoires sont encore vivantes et ils peuvent encore en témoigner. Donc la France qui avait interdit l'arabe et l'avait relégué au rang de langue indigène et interdit son enseignement, prétendre rompre avec cet héritage, c'est nier le combat même qui a permis à l'Algérie d'exister en tant que nation souveraine. Ce que je dis, c'est l'essence même du pouvoir algérien et de l'État algérien. D'accord? C'est l'éducation qu'ont reçue nos présidents. Ensuite, il y a la Ligue arabe et les institutions islamiques qui sont des leviers géopolitiques vitaux. Vous savez ce que ça veut dire, vitaux. Sortir de la Ligue arabe ou des organisations islamiques reviendrait à affaiblir l'Algérie sur la scène internationale, alors que ces structures lui offrent donc le poids diplomatique. L'Algérie a joué un rôle clé dans les crises libyennes et sahéliennes grâce à son réseau arabe et africain. Une solidarité économique, la zone arabe de libre-échange, la ZAL, facilite les liens commerciaux, tandis que l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, attire des investissements
dans les énergies renouvelables aujourd'hui. Et ensuite, il y a la défense contre les ingérences. Vous avez vu les témoignages il y a pas longtemps quand les Arabes ont dit que la France n'avait pas à s'ingérer dans les affaires algériennes. C'est des manifestations très, très régulières quand un pays arabe se fait attaquer. Donc c'est une défense contre les ingérences. Face aux pressions marocaines sur le Sahara occidental, la Ligue arabe reste un rempart symbolique, même si son efficacité est limitée, on veut bien l'entendre. En outre, l'islam structure l'identité algérienne depuis le 7e siècle. L'article 2, encore une fois, je vais vous le rabâcher. La Constitution lie explicitement l'État à l'islam, religion de 99% des Algériens. Il faudra le vérifier, comme je vous l'ai dit sur une précédente vidéo, mais on ne sonde pas ni le cœur ni les reins. Et les institutions islamiques ne sont pas un carcan, mais un reflet d'un socle civilisationnel partagé. Ensuite, il y a le piège, justement, de l'isolement et un scénario contraire aux intérêts algériens. Les partisans d'une rupture avec le monde arabe ignorent les risques d'un tel isolement. Il y aura tout d'abord une perte d'influence régionale. Sans la Ligue arabe, l'Algérie perdrait sa capacité à médier dans les conflits maghrébins, comme elle l'a fait en Libye aux côtés de la Tunisie et de l'Égypte. Ensuite, il y a la dépendance accrue envers des puissances non arabes. Déjà, la Chine et la Russie remplacent la France dans les contrats d'armement et d'infrastructure. Mais ces partenariats manquent de profondeur culturelle et historique, on reviendra là-dessus. Après, il y a le renforcement des divisions internes. Nier l'arabité de l'Algérie reviendrait à exacerber les tensions avec les régions berbérophones, pourtant intégrées dans un cadre national arabo-berbère depuis 2016. Encore une fois, comme vous aimez bien les sources françaises, comme le souligne l'historien Charles-Robert Aguéron, ou Agéron comme vous voulez, l'Algérie est le produit d'une fusion arabo-berbère, pas d'une opposition. Isoler le pays de son héritage arabe, c'est reproduire les stratégies coloniales de division. On va poursuivre en réponse aux arguments des détracteurs. Comme Tahia, si tu m'écoutes, elle est pour toi. Le panarabisme est dépassé. Le panarabisme a évolué. Il ne s'agit plus d'un projet d'unification politique, mais d'une solidarité culturelle et économique cruciale face aux défis communs, c'est-à-dire le terrorisme, les changements climatiques, etc. L'Algérie coopère avec les Émirats, le Qatar dans les énergies vertes, tout en maintenant des liens avec l'Iran et la Turquie. Avec les Émirats, on va y revenir, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, avec la Ligue arabe, et lorsqu'on dit qu'elle est inefficace, certes, mais elle reste une tribune pour défendre la cause palestinienne ou saharienne. En 2024, l'Algérie y a obtenu une solution symbolique contre la reconnaissance marocaine du Sahara occidental par la France. Après, il y a ceux qui disent que l'islam politique divise, mais ils ont le narratif de ces 8. C'est le piège de l'assimilation. Ils sont français, ils sont plus français qu'algériens dans leur esprit. Ça n'enlève rien, bien évidemment, de leur islamité. On continue. Ceux qui disent l'islam politique divise. L'islam algérien majoritairement maliki et d'obédience soufi est un facteur, et encore, c'est discutable au niveau soufi, parce que Abdelhamid ibn Badis était d'un autre bord, est un facteur de stabilité sociale. Les excès de salafisme combattus par l'État ne représentent pas la norme. Nos conclusions: un patrimoine bien évidemment à préserver et jamais à rejeter. Jamais. Et c'est même pas dans une des plus folles pensées des dirigeants algériens qui se respectent. L'Algérie n'a pas à choisir entre son arabité, sa berbérité et son ouverture au monde. Comme l'écrivait Kateb Yassine, encore une fois, il a dit beaucoup de bêtises, mais j'ai retrouvé quelques petites notions qui m'ont paru positives. L'arabe est ma langue maternelle, le tamazirt, la langue de ma grand-mère. Rompre avec les institutions arabes et islamiques, c'est oublier que l'indépendance s'est construite contre le colonialisme français qui voulait éradiquer ses identités, notamment l'islam. وَنَحْنُ نُحَارِبُ فَرَنْسَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي سَبِيلِ الْوَطَنِ. Ensuite, c'est ignorer la réalité démographique. 83% des Algériens parlent arabe et les chaînes arabes dominent l'audiovisuel. Ensuite, sacrifier une diplomatie équilibrée. L'Algérie peut dialoguer avec la Chine et la Ligue arabe comme elle l'a fait durant la crise. Enfin, rappelons que le Hirak 2019, mouvement pour la démocratie, n'a jamais remis en cause son appartenance arabe islamique de l'Algérie.